Bonjour à tous. Donc, ma première présentation va aborder essentiellement la question du séisme, puisque en gros, quand on s'intéresse à la construction parasismique, on est dans le cadre d'une action de prévention. On s'intéresse à la prévention face à des séismes d'une certaine intensité. Et pour dire les choses simplement, face à un petit tremblement de terre faiblement ressenti, finalement, la population n'est confrontée qu'à une forme de frayeur, d'angoisse. Lorsque l'intensité d'un séisme est plus forte, le mobilier est mobilisé, c'est le cas de le dire. Et lorsque vraiment un séisme devient violemment ressenti, que son intensité est particulièrement importante, c'est l'immobilier qui est affecté. Et c'est vraiment vis-à-vis de cette vulnérabilité de l'immobilier que l'on doit agir via la construction parasismique. Donc, on parle souvent de risque sismique. Le risque sismique, c'est justement cette association entre la vulnérabilité et l'aléa, c'est-à-dire l'éventualité d'avoir un séisme dans un certain secteur. Donc, ma présentation, elle va se focaliser essentiellement sur la notion de séisme, de manière à ce qu'ensuite, lorsque je passerai la main à Philippe Guéguin, il puisse, lui, poursuivre sur l'aspect plus parasismique. Je vais donc revenir sur des notions, bien définir le vocabulaire et puis bien sûr, s'il y a des choses qui sont incompréhensibles, vous n'hésitez pas. Première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi avons-nous des séismes? D'où viennent les séismes? On verra à quel point c'est important de répondre à la question quand on veut ensuite mener à bien des actions de prévention. Fondamentalement, nos tremblements de terre sont liés au fait que nous vivons sur une planète qui est chaude. La Terre est constituée d'un noyau qui est à quelques milliers de degrés. Au-dessus de ce noyau, nous avons un manteau qui constitue à peu près les 2900 kilomètres en partant de la surface, jusqu'à 2900 kilomètres de profondeur. Et en périphérie, à la surface de ce manteau, nous avons une croûte qui fait quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, exceptionnellement jusqu'à 70 kilomètres. Et ce qui se passe, c'est que plus on s'éloigne du centre de la Terre et plus la température diminue. Ce qui fait que notre croûte et notre manteau, qui sont solides, ont dans les 150 premiers kilomètres un comportement rigide. La Terre est constituée d'une enveloppe à peu près de 100-150 kilomètres qui est non seulement solide, mais rigide. Et sous l'effet des mouvements du manteau, le manteau étant chaud, on dit qu'il convecte, on a des lents mouvements de matière, eh bien, cette enveloppe de 150 kilomètres qu'on appelle la lithosphère se fracture, se fissure, ce sont les célèbres plaques tectoniques. Donc, il faut retenir que cette zone des 150 premiers kilomètres, elle est cassante. Et la totalité des tremblements de terre auxquels nous sommes confrontés se trouve dans ces premières dizaines de kilomètres, voire centaines de kilomètres. On verra que, exceptionnellement, certains séismes peuvent être un peu plus profonds lorsque, justement, un morceau de plaque plonge sous un autre morceau de plaque tectonique. Donc, qui dit rigidité dit fracture, qui dit fracture dit faille, et qui dit faille dit séisme. Donc, il y a vraiment une association à faire. Les séismes, on verra que ce n'est pas toujours le cas, mais dans leur très grande majorité, sont donc d'origine tectonique. Et lorsqu'on regarde donc non plus l'intérieur, mais la périphérie, la surface de notre planète, eh bien, on retrouve cette fragmentation, cette structure constituée d'une grosse quinzaine de plaques, si on regarde que les principales. Et puis quand on regarde dans le détail, en fait, on en a beaucoup plus. On a plein de micro-plaques qui bougent toutes les unes par rapport aux autres. L'essentiel de notre sismicité se trouve donc à ces limites de plaques. Pas la totalité, mais l'essentiel. Si l'on habite, si l'on se trouve près d'une limite de plaque, eh bien, on est confronté à une forte sismicité. Puis ensuite, on peut néanmoins avoir une sismicité plus diffuse au sein même des plaques. Alors, deuxième question qu'il faut se poser une fois qu'on a vu rapidement d'où viennent nos tremblements de terre, c'est de comprendre ce qui se passe pendant un tremblement de terre. Là aussi, je vais essayer d'être rapide, d'être concis, mais quand même d'aborder, de citer au moins les principales notions, puisque le problème est toujours le même. Si on comprend ce qui se passe lors d'un tremblement de terre, on comprend mieux comment on peut s'en prémunir via la construction parasismique.
Je vais prendre un morceau de croûte, c'est-à-dire la partie, encore une fois, la plus superficielle de la Terre. Là, je représentais une quinzaine de kilomètres. Et la croûte étant une structure vieille, elle est fracturée. On voit tous ces petits traits, ce sont des failles. Certaines émergent et d'autres, beaucoup, n'émergent pas en surface. Cette croûte, elle est soumise en permanence à des contraintes. Certaines, je les ai citées il y a 2 minutes, ce sont des contraintes tectoniques. Le fait que les plaques bougent les unes par rapport aux autres sous l'effet des lents mouvements de convection dans le manteau. Donc la croûte peut se retrouver comprimée, étirée. Et puis il y a aussi des contraintes verticales, hein, les grosses flèches rouges que j'ai dessinées verticalement, qui correspondent tout simplement au poids, à la pression qu'on appelle la pression lithostatique, hein. Quand vous vous mettez à 5, 10, 15, 20 km, 50 km de profondeur, le poids des roches exerce une pression phénoménale sur les failles. Donc nos failles sont en permanence soumises à ces contraintes et de temps en temps, ces contraintes dépassent le seuil de rupture et localement, on a un petit glissement le long d'une faille. Ce petit glissement, on le représente comme un point. En carte, on parle de l'épicentre et une des premières préoccupations des sismologues, ça va être de localiser le tremblement de terre, c'est-à-dire trouver, bien sûr, sa position en carte, mais aussi sa profondeur. On va voir que la profondeur est une donnée essentielle par rapport au risque sismique. Lorsque il y a la rupture, en fait, ce n'est pas un point, c'est un petit segment de la faille qui bouge. Et plus ce segment est important, et plus le mouvement sur ce segment va être important, et plus le séisme va être fort. Et on va revenir dans 2 minutes sur la notion de magnitude, hein, mais on parle tout à fait de ça. La magnitude d'un séisme est d'autant plus élevée que l'on a un grand segment de faille qui est mobilisé, et d'autant plus grand que le glissement le long de cette faille est important. Donc on a ce qu'on appelle, au niveau d'une faille, un glissement qui, en fonction de ses caractéristiques, définit ce qu'on appelle le mécanisme au foyer. Là, sur les 3 figures que vous voyez, c'est différents cas de figure. Les failles peuvent glisser en décrochement, c'est-à-dire en glissant l'une par rapport à l'autre. Certains ont entendu parler de la faille nord-anatolienne ou la faille de San Andreas. Voilà, là, ce sont des failles qui glissent en décrochement. On peut avoir des failles plutôt en extension, c'est le cas au milieu, ou alors des failles plutôt en compression. Bon, tous les cas de figure existent. Lorsque cette faille glisse, eh bien, ça génère un phénomène de déformation dans le milieu environnant, et cette déformation va se transmettre de part en part et va se propager sous la forme d'ondes élastiques. Ces ondes vont se propager dans la totalité du volume disponible, hein, et quand un sisme est vraiment fort, eh bien, les ondes pourront sans problème traverser la totalité du globe terrestre. Grosso modo, la vitesse des ondes, hein, pour donner un ordre de grandeur, c'est quelques milliers de kilomètres heure, hein, on peut sans problème avoir du 10 000, 15 000 kilomètres heure. Si bien sûr on se trouve juste à l'aplomb du séisme, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'épicentre, eh bien le mouvement ressenti en surface peut être relativement important. Le petit symbole que vous voyez là, c'est par exemple l'enregistrement sur une station sismologique. Ça peut aussi être le mouvement, la vibration ressentie par un bâtiment ou par quelqu'un. Et en toute logique, normalement, si je m'éloigne de part et d'autre de l'épicentre, l'amplitude du mouvement diminue, on va dire que l'intensité diminue. Ce mouvement au niveau du foyer, hein, ce glissement sur la faille, correspond à une certaine libération d'énergie. Et les sismologues essayent de quantifier cette libération d'énergie, hein, au même titre que quand on a des explosions, eh bien, tout le monde comprend que suivant l'énergie libérée, l'explosion est plus ou moins importante. Dans le cas d'un séisme, on va avoir plus ou moins d'énergie libérée, et le célèbre Richter a proposé une manière de quantifier cette énergie en introduisant la notion de magnitude. Donc la magnitude, hein, est une grandeur sans unité qui permet de comparer en quelque sorte l'énergie d'un séisme à l'autre. Tout le monde sait que voilà, quand un séisme est tout petit, on va avoir une petite magnitude. On commence à ressentir les séismes. Ça dépend des gens, ça dépend de la profondeur, ça dépend de plein de facteurs, mais souvent à partir de magnitude 1,5, 2, ça commence éventuellement à être ressenti.
et tout le monde a déjà entendu parler des séismes les plus importants, jusqu'à des magnitudes de 9, 9,2, 9,4. Ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut avoir des magnitudes négatives. Hein, la magnitude a été définie suivant une échelle relative. Donc, on a des magnitudes de -1, -2, -3. Voilà. Il faut, pour enregistrer de telles magnitudes, être extrêmement près du séisme. Donc, la magnitude quantifie l'énergie libérée, mais ne permet pas de définir la conséquence du séisme. Ça, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas parce qu'on a une magnitude élevée qu'on aura systématiquement de gros problèmes au niveau des conséquences du séisme. Je reviens à ce qui se passe en surface. En surface, au niveau des enregistrements, on va avoir la possibilité d'enregistrer l'accélération du sol. Et ça aussi, c'est une donnée importante. Si on utilise des accéléromètres, on va pouvoir enregistrer cette accélération, et ça, au niveau du bâtiment, c'est très important. Tout ce que je viens de citer, le mécanisme au foyer, l'accélération, la magnitude, la localisation, tout ça, ce sont des données que l'on peut déterminer à partir des enregistrements et qui caractérisent véritablement un séisme. Il y a une dernière information qu'on rencontre souvent en sismologie, c'est l'intensité. Et là, pour le coup, l'intensité ne caractérise pas un séisme, elle caractérise les conséquences du séisme. Elle repose sur les témoignages et sur les observations de ce que le séisme a pu induire. Et là, pour le coup, on quitte les chiffres arabes à décimales, on passe sur des chiffres romains. Une intensité de 1, le séisme n'a pas été perçu, et une intensité de 12, le séisme a été catastrophique. Et on peut, comme ça, décrire de manière très, très succincte, hein, suivant différents tableaux, toute cette gamme d'intensité où l'on voit que petit à petit, la perception humaine est de plus en plus importante, et puis, suivant que les bâtiments sont plus ou moins vulnérables, on aura des dégâts potentiels plus ou moins importants. Ça m'amène à conclure une première étape de cette intervention en disant donc, voilà, quand un séisme a lieu, hein, on ne doit pas confondre la magnitude et l'intensité, et tout le monde comprendra que ce qui va, entre autres, jouer entre les deux, eh bien, c'est la distance. Hein. Plus on va s'éloigner d'un séisme, et potentiellement plus l'intensité va diminuer, sachant que dans la distance, la profondeur joue un rôle important. Je voudrais compléter cette petite présentation en mettant quelques termes dont on entend souvent parler, par exemple les répliques. Quand on entend parler répliques, quand un séisme important a eu lieu, on entend tous dire qu'il y a des répliques. Les répliques, ce sont d'autres tremblements de terre qui ont lieu dans l'environnement proche du séisme fort. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu perturbation des contraintes dans la zone du foyer, là où il y a eu le gros séisme, et la faille qui a bougé ou les failles environnantes, pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, vont elles-mêmes glisser pour retrouver une situation d'équilibre. Donc on peut avoir des dizaines, des centaines, des milliers de séismes plus faibles qui vont suivre un séisme fort. Et ça, vis-à-vis du bâtiment, ça se traduit donc par des sollicitations, nouvelles sollicitations qui vont s'appliquer à des bâtiments qui ont potentiellement déjà souffert. Dans le même ordre de grandeur, on entend parfois parler de précurseurs. Alors, précurseur, attention, là c'est plus subtil, on va dire que c'est un petit peu le système inverse. Il arrive que dans une région, mais ce n'est pas du tout systématique, on ait des tremblements de terre, une petite sismicité, et à un moment donné, cette petite sismicité, on pourrait parler d'une petite crise, donne lieu tout d'un coup à un séisme plus fort. Ça n'a rien de systématique, donc on ne peut pas du tout utiliser cette notion de précurseur dans le cadre d'une démarche de prévision, d'autant que ces petits tremblements de terre, s'ils sont réellement petits, un peu profonds, personne ne les ressentira, voire même on ne les enregistrera pas nécessairement. Mais voilà, on entend parfois parler de répliques, de précurseurs, et c'est important de remettre les termes en place. Enfin, il est important de comprendre la notion de cycle sismique. Ce que je viens de décrire, c'est un cycle, c'est-à-dire qu'on a une période où ça charge, les contraintes soumettent la croûte vraiment à une sollicitation très importante, et à un moment donné, les contraintes sont trop importantes par rapport à la résistance, et la faille glisse. Et dès lors que la faille a glissé, on va repartir dans un nouveau cycle, on va remonter en charge. Donc, il y a un petit graphe là que je fais apparaître
qui permet de comprendre qu'au cours du temps, qui est l'axe horizontal, on a donc une période de mise en charge où la contrainte augmente, 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 augmente. Soudain, on a le séisme, puis ça recommence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cycle ne veut pas dire périodicité. C'est-à-dire que ce phénomène n'a pas lieu avec un intervalle de temps régulier. Et c'est ça une des difficultés de la sismicité, c'est que même si on a ce phénomène de mise en charge, relaxation, mise en charge, relaxation, on peut très bien avoir toute une série de séismes très proches, puis une période très longue sans séisme. Si je prends l'exemple des Pyrénées, on voit depuis 5, 6, 7 siècles que l'on a un séisme fort, mettons, par siècle, en moyenne. Et pourtant, on a vu du côté catalan, au XVe siècle, on a eu une crise où on a eu, en l'espace de 18 mois, on a eu 6 séismes exceptionnels. Donc, il n'y a pas du tout. Voilà, je dis parfois de manière un peu légère, c'est un peu comme le loto, c'est pas parce qu'on a gagné une fois que le lendemain, la probabilité de regagner est différente, hein. Donc, les séismes, hein, il n'y a pas le côté périodique. Le séisme étant décrit, il faut qu'on parle maintenant un peu des ondes, puisque ce sont les ondes qui vont venir solliciter les structures en surface, et les ondes sismiques sont complexes. Donc là aussi, je vais en faire une description très succincte. Quand un séisme a lieu, le sous-sol est déformé de deux manières. Il est comprimé et cisaillé. Ça se traduit par deux types d'ondes qui sont visualisées là. Une onde qu'on appelle l'onde P, hein, qui est une onde de compression, c'est-à-dire qu'au passage de l'onde, le sol va se trouver comprimé, dilaté. Et puis une deuxième onde un peu plus lente, qui au contraire va cisailler le sol, c'est-à-dire que le mouvement va être perpendiculaire à la direction de propagation. Ces ondes vont très vite, hein, plusieurs, on va dire, de l'ordre de 4, 5, 6 km par seconde. Elles partent du foyer au même moment, et puisque l'onde S, la seconde, est un peu plus lente, eh bien, suivant que l'on se trouve plus ou moins proche du séisme, soit on va ressentir quasiment en même temps les deux ondes, soit on va ressentir une première secousse suivie d'une deuxième secousse. C'est symbolisé par ces enregistrements. Voici un tremblement de terre enregistré par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stations. Et la station du haut était la plus proche du séisme. La vibration du sol a été faite en une seule fois, alors que si je regarde une station un peu plus lointaine, par exemple celle-ci, on voit bien qu'il y a une première secousse suivie quelques secondes plus tard par une deuxième secousse. Le problème, c'est que ces ondes, lorsqu'elles arrivent en surface, elles vont générer une nouvelle famille d'ondes, qu'on va appeler les ondes de surface. Et ce sont plutôt ces ondes-là qui vont nous préoccuper. On en a deux catégories. Il y a des ondes qu'on appelle les ondes de Love, qui sont des ondes qui cisaillent. Alors ça, ce sont des ondes qui se propagent le long de la surface. Elles cisaillent horizontalement le sol. Et puis les ondes de Rayleigh qui ont un mouvement cyclique rétrograde, donc un petit peu comme la roue d'un vélo, mais en faisant tourner la roue à l'envers. Et ces ondes, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont très fortes en amplitude. Voici un exemple d'enregistrement d'un tremblement de terre où on retrouve, alors pourquoi il y a 3 enregistrements? Parce qu'une station sismologique enregistre les vibrations suivant 3 directions, hein, verticale, nord, sud, est, ouest. On retrouve des petites vibrations marquées P et S qui correspondent au passage de ces petites ondes dont j'ai parlé, les ondes à l'origine générées au niveau de la rupture. Et derrière, on voit vraiment les ondes de surface et on se rend compte à quel point l'amplitude du mouvement du sol est grand par rapport à ces ondes PS. Donc lorsqu'on se préoccupe de la sollicitation des bâtiments face à un tremblement de terre, ce sont plutôt ces ondes-là qui vont nous préoccuper. Il faut juste garder en tête que puisque ces ondes sont générées par les ondes P et S, pour les tremblements de terre très profonds, ces ondes P et S, quand elles arrivent en surface, elles ont été déjà très fortement atténuées et on a peu d'ondes de surface pour les tremblements de terre profonds. Donc je pense entre autres au niveau des Antilles, pour la zone de subduction, dont on va parler dans 30 secondes. À ce moment-là, on a moins de soucis quand le séisme est vraiment profond. Donc,
Au final, quand on s'intéresse à ces phénomènes vibratoires, eh bien, on va avoir plusieurs notions physiques à garder en tête. Il y a bien sûr l'amplitude, hein, l'amplitude du mouvement. On parle d'ondes depuis un moment, je n'ai pas parlé de fréquence, mais c'est tout à fait ça. On va avoir un contenu fréquentiel. Le sol, les bâtiments vont être sollicités suivant toute une gamme de fréquences. Et puis, il y a une notion de durée. Ces sollicitations vont durer d'un temps très court jusqu'à des secondes, plusieurs dizaines de secondes. Et en plus, il peut y avoir une espèce de retour de sollicitation avec les répliques. Que dire encore? J'ai sous-entendu tout à l'heure que lorsqu'un séisme a lieu, en toute logique, l'intensité décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'épicentre. C'est pas tout à fait vrai, ou du moins c'est pas systématique. Ça va beaucoup dépendre des conditions locales en surface, ce qu'on appelle les effets de site. Il peut y avoir des phénomènes d'amplification liés au contexte géologique ou morphologique. Donc c'est symbolisé par ce petit schéma où vous avez en noir une référence, c'est-à-dire le mouvement provoqué par un séisme qui a eu lieu un peu plus loin. Et on se rend compte que le simple fait d'être en haut d'une colline, d'un point topographique, va se traduire par une amplification. On voit que le signal rouge a plus grande amplitude que le signal noir. Et ça, c'est lié à cette morphologie qui a tendance à concentrer l'énergie en haut du point. De la même manière, lorsque l'on a un bassin sédimentaire, ou tout du moins des sédiments, c'est-à-dire une structure géologique moins compacte, euh, plus incohérente, on va dire, et potentiellement avec plus de fluide, plus d'eau, là ça va devenir très vaste comme possibilité, eh bien il va y avoir un phénomène d'amplification par piégeage des ondes. Donc, on peut très bien se retrouver avec un effet d'amplification loin d'un séisme. L'exemple le plus connu, c'est sans doute le séisme de Mexico en 85, hein, où, bien que le séisme d'origine ait lieu assez loin, eh bien, on a un phénomène d'amplification très important sur la ville de Mexico avec cet effet de cuvette. On a donc vu, en conclusion, que lors d'un séisme, on est confronté à un phénomène d'accélération, hein. Le sol passe de l'immobilité à la mobilité, et ça, c'est vraiment une accélération qui va être notre préoccupation première. Ce phénomène se fait suivant différentes fréquences. Il y a des phénomènes d'amplification, et en plus, il y a éventuellement un retour de sollicitation en fonction des répliques. C'est l'ensemble de ces phénomènes qu'il faut avoir à l'esprit quand ensuite on va se préoccuper de la construction parasismique. Si maintenant je reviens sur l'origine tectonique des séismes, voici une carte du monde où on visualise la sismicité à l'échelle globale avec un code couleur qui montre la profondeur. On voit que l'ensemble des séismes se trouve bel et bien dans les 50 premiers kilomètres, hein. C'est ce que j'ai un petit peu sous-entendu tout à l'heure. On peut aller jusqu'à 100 kilomètres. Et puis, de temps en temps, ponctuellement, on voit qu'il y a des séismes qui sont en bleu. C'est lorsque une plaque passe sous une autre plaque. Nous, on va parler un petit peu 2 minutes de la France, et dans la France, il y a la métropole et les dom-toms. Si je regarde au niveau des Antilles, on se rend compte qu'on a une sismicité bien présente, sismicité liée au fait qu'on a un déplacement non négligeable de la plaque américaine, hein, qui se situe de ce côté est, par rapport à la plaque caraïbe qui est plus côté ouest, l'une passant sous l'autre. Et tout ce mouvement relatif, hein, qui est quantifié sur le petit schéma là, on voit que ça bouge de 2 centimètres par an, ce qui est très très important. Ça se traduit donc par une sismicité qui, lorsqu'on la regarde en coupe, si je fais une coupe suivant ce trait rouge, eh bien on se rend bien compte, hein, on visualise très très bien le phénomène, la plaque qui plonge sous l'autre plaque. Et donc il y a des séismes très près de la surface, ou tout du moins dans les premières dizaines de kilomètres, et des séismes plus profonds. Beaucoup de ces séismes sont donc liés à ces mouvements de plaques tectoniques, mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir des séismes liés au rejeu de failles au sein même des plaques, et puis dans le cas particulier, par exemple, des Antilles, on va aussi avoir une autre forme de sismicité, en général plus légère, liée à l'activité volcanique.
Si je passe sur la métropole, je ne vais pas décrire dans le détail, on pourra revenir dessus, mais voilà, je ne vais pas décrire en détail toutes les zones sismiques. Je vais juste attirer votre attention sur un point. Alors, on voit qu'il y a de la sismicité dans l'arc alpin, qu'il y a de la sismicité le long des Pyrénées, tout le monde s'y attend. La sismicité en Alsace aussi. Souvent, les gens sont surpris par toute la Bretagne, la diagonale, là, mais en fait, ce sont simplement des grandes failles, on va dire, historiques, hein, dans le sens vieilles failles qui se remettent à jouer. Moi, je vais attirer votre attention quelques secondes sur les Pyrénées. Lorsque je zoome sur les Pyrénées, eh bien, je me rends compte qu'il y a donc une sismicité qui est en effet d'origine tectonique, mais pas que. On voit ici, au niveau du gisement de gaz de lac, une sismicité dite anthropique, une sismicité induite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. La grande majorité des séismes dont on parle aujourd'hui sont d'origine tectonique, c'est-à-dire que l'évolution du contexte est extrêmement lente. On peut considérer que ce qui s'est passé géologiquement depuis quelques siècles est à l'image de ce qui se passera dans les siècles à venir. Cette stabilité de la sismicité à l'échelle humaine, c'est la base de toute notre démarche de détermination de l'aléa. On est capable de dire, eh bien voilà, dans une région où le contexte géologique s'est traduit par une certaine sismicité au cours des dernières décennies, des derniers siècles, puisque le contexte ne va pas changer rapidement, pour les décennies ou les siècles à venir, on devrait avoir exactement la même situation. Inversement, je viens de très rapidement, et je ne veux pas m'appesantir, sauf s'il y a des questions, parler de la sismicité d'origine anthropique. En gros, on y est confronté dans les Pyrénées au niveau de Lac, et puis près de Strasbourg pour des problèmes de géothermie. Ce sont actuellement les deux endroits en France où on parle vraiment de sismicité anthropique. Là, la situation est un peu plus complexe parce que cette sismicité est directement liée à l'activité humaine, et se projeter concernant l'évolution dépend de ce que l'on fera en termes d'activité. Donc la sismicité est variable à court terme. Restons sur la sismicité d'origine tectonique. Quand je regarde cette carte, j'ai ce qu'on appelle une sismicité instrumentale. 1962-2020, vous voyez qu'en métropole, on enregistre convenablement la sismicité depuis un petit demi-siècle, hein. On pourrait même dire qu'avant les années 80, on n'enregistrait que les séismes les plus importants. Donc on a une quarantaine d'années de recul. Ce n'est pas nécessairement suffisant pour avoir une bonne idée de ce que fut la sismicité ou de ce qu'est la sismicité de notre métropole. Donc, pour pouvoir définir l'aléa, le zonage de la sismicité, on va se tourner vers les historiens, on va compléter notre observation avec ce que les archives nous laissent, et on peut comme ça identifier des séismes pour lesquels on n'a pas de magnitude puisqu'ils n'ont pas été enregistrés, mais on a les intensités sur la base des témoignages et sur la base surtout de l'extension du ressenti. Ce qui est intéressant, hein, je fais juste un petit aller-retour, c'est que finalement, que ce soit la sismicité instrumentale ou la sismicité historique, on a une bonne corrélation, on n'a pas de contradiction majeure. On voit finalement que bassin d'Aquitaine et bassin parisien sont préservés de sismicité, de toute sismicité, que ce soit au cours des dernières décennies ou au cours des derniers siècles. Eh bien, c'est à partir de ces documents, avec des approches statistiques, qu'on en est arrivé à produire ce document que la plupart connaissent, hein, et qui est vraiment le document de base, le zonage de l'aléa sismique, où on se rend compte que, alors, parfois on y associe des accélérations, mais pour, je dirais, le commun des mortels, pour le grand public, on définit un aléa avec des niveaux très faibles, faibles, modérés, moyens et forts, et on se rend compte que dans la métropole, l'aléa ne dépasse pas le niveau moyen, que ce soit au niveau alpin ou pyrénéen, avec un petit bout en Alsace. En contrepartie, dès qu'on bascule au niveau des Antilles, en Guadeloupe, Martinique et autres petites îles, là, on monte d'un cran au niveau de l'aléa compte tenu de la dynamique. On a vu le mouvement des plaques, hein, qui est pluricentimétrique, alors qu'au niveau de la métropole, on a un mouvement qui est plutôt millimétrique. Voilà, j'ai un petit peu fait un survol de tout ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on veut parler de construction parasismique, en gardant donc à l'esprit que ce zonage, hein, c'est la base de l'aléa, et que
Maintenant, confronté à la vulnérabilité, on va pouvoir définir ce qu'est notre risque sismique. On ne peut pas agir sur l'aléa, on ne peut pas prévoir un tremblement de terre, et quand bien même on le prévoirait, ça n'empêcherait pas le tremblement de terre d'avoir lieu. On ne peut jouer que sur la vulnérabilité pour réduire le risque. Et pour réduire la vulnérabilité, eh bien, il y a bien sûr tout le travail d'information auprès de la population, le travail de comportement, mais l'essentiel se trouve quand même au niveau de la pratique du calcul sismique. Voilà, j'en ai terminé sur cette première intervention. Je pense que mon collègue Philippe Béguin va certainement reprendre un certain nombre de ces notions avec un éclairage un petit peu différent, et j'espère que ça vous permettra de comprendre l'essentiel de ce que j'ai voulu vous expliquer. Merci. Monsieur Guéguin, je vous laisse mettre votre présentation. Parfait. Hop, j'ai remis le son. Donc, bonjour à tous. Je vais continuer un petit peu dans la direction qu'a présenté Guy précédemment. Avant toute chose, je voudrais commencer par rappeler l'importance des tremblements de terre, hein, dès que l'on parle de catastrophes naturelles. Donc ça, c'est une répartition des événements qui ont provoqué des pertes, hein. Quand on parle de catastrophes naturelles, on sous-entend que des pertes ont été produites, des pertes, souvent on les associe soit à des pertes économiques, soit à des pertes humaines. Et donc sur cette représentation, entre 1900 et 2020, on voit que les séismes, finalement, en Europe ne sont pas très nombreux, hein. Ils représentent que 10% des événements naturels ayant provoqué des conséquences. Par contre, ils totalisent à eux seuls à peu près 30% des pertes économiques et surtout 60% des pertes humaines. C'est-à-dire que ce sont des événements qui ne se produisent pas souvent, mais quand ils se produisent, génèrent des conséquences assez importantes. Donc si on veut se protéger contre ces tremblements de terre, hein, l'idéal, ça serait d'être capable de donner l'heure et la date du prochain séisme. Ça, c'est quelque chose, Guy en a parlé, hein, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire et qu'on ne saura sans doute jamais faire de façon précise. Et puis, de toute façon, que faire de cette information si elle est non anticipée? Guy a parlé que les tremblements de terre se produisaient le long de failles. Alors, identifier toutes les failles pouvant produire un séisme, ça aussi, c'est peut-être illusoire, hein. On a quelques exemples, hein, le cas de Christchurch en Nouvelle-Zélande, le séisme de l'Aquila, l'Aquila en Italie, Napa Valley en Californie, ou plus récemment le Teil en France, hein, qui se sont produits sur des failles euh, qu'on connaissait, mais qu'on ne connaissait pas très bien, puisqu'elles n'étaient pas classées comme des failles actives, et on a toujours été un petit peu surpris que le séisme de ces secteurs se produise sur ces failles. Également estimer précisément le séisme maximal possible. Guy a parlé de cette relation entre la taille de la faille et la magnitude. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne saura sans doute jamais. Et il va falloir intégrer cette méconnaissance, hein, qu'on a dans ce qu'on appelle le risque acceptable ou le risque soutenable. Et puis enfin, être certain de la conception des bâtiments, c'est-à-dire connaître exactement comment un bâtiment que l'on construit ou qui a été construit se comporterait en cas de tremblement de terre. Et ça, c'est la problématique du bâti historique ou déjà existant, qui a été construit avec des règles d'époque. Ces règles ont évolué, ces structures ont vieilli, elles sont dans un état qu'on a du mal à identifier. Et donc, si on veut, puisqu'on n'a pas accès à ces informations, si on veut se protéger contre les tremblements de terre, il va falloir trouver d'autres actions. Alors, Guy en a parlé un petit peu, il y a quelques systèmes qui se mettent en place, notamment des systèmes, ce qu'on appelle du early warning system, c'est-à-dire des systèmes d'alerte précoce, où on est capable de détecter rapidement un séisme quand il s'est produit,
et puis d'essayer d'anticiper les vibrations et les conséquences que ce séisme peut engendrer à une certaine distance, en jouant sur ces propriétés de propagation d'ondes qu'a présenté Guy juste avant. Il y a mois à heure, hein, sur la prédiction de l'heure et du lieu d'origine du séisme. Donc ça, pour l'instant, c'est pas possible, et ni dans un futur proche. Il y a aussi, pour prévenir le risque, ça a été montré lors de grands programmes internationaux, hein, sur la réduction des catastrophes naturelles. L'information et l'éducation, hein, ce sont des actions très importantes qui permettent de prévenir le risque sismique, de façon à anticiper ce qui pourrait se produire en cas de tremblement de terre, par une mise en vigilance, une anticipation individuelle ou communautaire à l'occurrence d'un tremblement de terre. Et puis le dernier point dont que je vais détailler un petit peu plus, hein, c'est l'évaluation probabiliste de l'aléa sismique, c'est-à-dire être capable d'évaluer la probabilité qu'un certain mouvement du sol se produise en un lieu donné pour pouvoir se protéger et dimensionner les structures de façon à résister à ces mouvements du sol. Cette évaluation probabiliste est la base du génie parasismique, puisque c'est la donnée d'entrée qui va permettre de dimensionner correctement les structures pour résister à un mouvement du sol probable. Alors, on va se placer dans une logique pour construire cette carte d'aléa probabiliste. On va se placer un petit peu dans un théâtre français du XVIIe siècle, hein, en suivant la règle des 3 unités, hein, le lieu, l'action et le temps. Déjà, pourquoi se produisent les tremblements de terre, hein, qu'est-ce qui provoque les séismes? Ça, Guy en a parlé. Je reviendrai très, très brièvement là-dessus, puisque ça va conditionner un petit peu cette évaluation de l'aléa de manière probabiliste. Ensuite, où se produisent les tremblements de terre, hein, puisque il faut savoir si on est exposé à des tremblements de terre pour pouvoir appliquer les bonnes règles de conception parasismique. Ensuite, une fois qu'on sait qu'il y a des séismes, quel est le séisme contre lequel se protéger? C'est-à-dire, il y a une notion de temps. Je construis une structure, je veux qu'elle soit sûre pour un certain temps donné. Eh bien, il faut savoir avec quelle fréquence les séismes se produisent, et puis surtout avec quelle magnitude, je reviendrai là-dessus. Et puis une fois qu'on a défini tout ça, connaître à quel niveau de risque on est exposé, c'est-à-dire que ce ne sont pas les séismes qui provoquent les conséquences, ce sont les vibrations du sol qui sont générées par ces tremblements de terre. Donc il faut savoir quelles sont les amplitudes et les caractéristiques de ces vibrations du sol, et puis ensuite quelles conséquences sont attendues en cas de tremblement de terre. Alors déjà, pourquoi se produisent les tremblements de terre? Guy en a parlé, hein, la tectonique des plaques à l'origine des séismes, cette structure interne composée d'un noyau, d'un manteau et d'une croûte, hein, fait que les plaques bougent les unes par rapport aux autres. Et puis je vous montre ici à droite l'ensemble des tremblements de terre qui ont été enregistrés en 2016 par les réseaux internationaux. Et vous voyez que, comme l'a montré Guy, les séismes s'alignent au niveau des contours de plaques. Et en 1968, il y a un papier de référence, hein, qui a été publié dans une revue américaine, qui, pour la première fois, fait le lien entre la tectonique des plaques et l'origine de ces tremblements de terre. Juste pour vous montrer que 1968, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, et que cette science, cette compréhension qu'on a des tremblements de terre, de l'origine des tremblements de terre, est assez récente. Si on fait un zoom, comme l'a fait Guy, sur l'Europe, hein, tous ces petits points ici correspondent à des séismes enregistrés par les réseaux européens. Et donc, on identifie des grands contours de plaques, hein, des plaques qui bougent, ce sont plutôt des microplaques, des plaques qui bougent les unes par rapport aux autres, la plaque ibérique qui remonte vers le nord, avec une vitesse de l'ordre de 2 cm par an, qui est à l'origine de toute cette sismicité ici au niveau des Pyrénées. Cette plaque adriatique, hein, qui remonte vers le nord, avec la formation de toute la chaîne des Alpes, et notamment des Alpes françaises, avec un mouvement de l'ordre de 1 mm par an. Et puis d'autres séismes dans la partie, une autre limite de plaque au niveau du nord de la plaque africaine, avec les grands séismes nord-africains que l'on peut observer. Donc, les séismes, on sait où se produisent. Si on fait un zoom, c'est la même carte que celle
de Guy, hein. Si on regarde où se produisent les tremblements de terre, on retrouve toute cette sismicité qui, ici, au niveau de la bordure externe des Alpes, qui est liée à ce mouvement de microplaques, hein, la microplaque adriatique vers le nord, et puis les séismes ici au niveau des Pyrénées. Et comme l'a mentionné Guy, hein, il y a des séismes qui se situent un petit peu plus loin, un petit peu au-delà de ces frontières de plaques, qui sont liées à des failles anciennes qui sont activées de temps en temps avec des mouvements assez significatifs de temps en temps. Alors, pour savoir où se produisent les tremblements de terre, on sait pourquoi se produisent les tremblements de terre. Pour savoir où se produisent les tremblements de terre, eh bien, on va faire de l'observation, hein. Ça, c'est la base de la sismologie, hein, observer pour essayer de mieux anticiper ce qui pourrait se passer. Je vous montre un exemple ici sur les Alpes, hein, c'est là où je suis, hein, avec ce petit rond ici qui est la ville de Grenoble. Et vous voyez l'image qu'on avait de la sismicité en 1941. Essentiellement dû à des gros tremblements de terre qui avaient laissé des traces et des écrits et qui avaient permis à M. Roté de faire une sorte de catalogue de la sismicité des Alpes en 1941. Dans les années 80, un réseau sismologique a été installé dans les Alpes, le réseau Sismalp, et en 2006, voici l'image qu'on avait de la sismicité des Alpes, beaucoup plus fine, et avec une possibilité de détecter des séismes beaucoup plus petits. Et là, tout d'un coup, on voit apparaître des grandes structures, hein, ces grands arcs de sismicité, là, ce qu'on appelle l'arc briançonné et l'arc piémontais, qui est issu de on se situe en bordure externe des Alpes, hein, qui est issu de cette tectonique. Et puis, ce qui va nous intéresser dès qu'on va parler de risque sismique, hein, ici, à proximité de Grenoble, on voit l'alignement de séismes qui s'alignent le long d'une faille active, qui provoque fréquemment des petits séismes. Et toute la question est de savoir quel serait le séisme le plus grand pouvant se produire sur cette faille, puisque ce séisme impacterait directement la ville de Grenoble. On voit d'autres structures ici, des alignements avec, pour ceux qui connaissent un peu, le séisme de 1996 d'Epagny, qui avait fait quand même sur le territoire français 60 millions de pertes économiques en 1987. Donc cette observation, elle est faite par des réseaux sismologiques, hein. Je vous montre la carte du réseau sismologique français, hein, en 2020. Il a un petit peu évolué depuis. On essaye de placer des stations un petit peu partout de façon à détecter l'ensemble des tremblements de terre pouvant se produire sur le territoire. Et ça, on va savoir ainsi quel est les séismes potentiels pouvant se produire partout sur ce territoire. Alors, quand se produisent, on sait pourquoi, on sait où se produisent les tremblements de terre. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est quand se produisent les séismes. C'est-à-dire, je construis un bâtiment, est-ce que je vais avoir un séisme demain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, dans 2000 ans? Je vous montre ici une petite animation d'une zone de subduction, hein. Je vous montre la zone de subduction parce qu'elle est très caractéristique. Vous avez ce mouvement des plaques, hein, qui convergent l'une par rapport à l'autre. Et puis, à un moment donné, vous avez une augmentation de la contrainte ici au niveau de cette limite de plaque. Et puis, quand la contrainte devient trop importante, on a une rupture, on a un tremblement de terre. Et puis ensuite, la tectonique repart. La tectonique repart, le mouvement des plaques continue, etc. Si je regarde la zone de subduction le long du Chili, ça illustre parfaitement ce qu'a montré Guy. Si je regarde la zone de subduction le long du Chili, en fonction de la latitude, hein, là je suis à 45 degrés sud, à 30 degrés sud, et si je regarde les grands séismes qui se sont produits sur cette faille, par exemple ici à 40 degrés sud, eh bien on a un séisme de magnitude 8 en 1737, un séisme de magnitude 8 en 1837, un séisme de magnitude 9,5 en 1960, avec une répétabilité des événements assez, je dis bien assez constante, qui va nous permettre de se dire à peu près au bout d'une certaine période, ici vous avez un magnitude 8,7 en 1730, 8,5 en 1822, 8,5 en 1906, 8,1 en 1985, donc avec une périodicité assez régulière. Et donc cette notion de temps va nous permettre de dimensionner nos structures pour une certaine probabilité qu'un séisme se produise pendant la durée de vie de notre construction.
Si je prends l'ensemble des séismes à l'échelle du globe, hein, encore une fois, c'est la tectonique qui est immuable et qui est à l'origine de ces séismes. Si je prends le nombre de séismes sur l'ensemble du globe, des séismes de magnitude supérieure à 5 en rouge, supérieure à 6 en bleu et supérieure à 7 en jaune, vous voyez que de façon statistique, on a des petites fluctuations d'une année sur l'autre, mais de façon statistique, on a à peu près toujours le même nombre de séismes à la surface du globe par magnitude. Ces deux gros sauts qu'on a ici dans les années 1910 et dans les années 1960, c'est l'augmentation des stations et des réseaux de surveillance qui ont permis de détecter la majorité des séismes à la surface du globe. Mais une fois que tous les séismes sont détectés, on a un nombre, d'un point de vue statistique, on a toujours à peu près le même nombre d'événements par an, par magnitude, à la surface du globe. En gros, un séisme de magnitude supérieure à 6 tous les 3 jours, un séisme de magnitude supérieure à 9 tous les 10 ans, de façon statistique. Si je prends maintenant le territoire français, je prends le catalogue, depuis les années 80, le catalogue des séismes par magnitude sur le territoire français. Et vous voyez que si je regarde la période, donc là, vous avez le nombre de séismes par an en fonction de la magnitude. Si je regarde le catalogue de tous ces événements entre 1980 et 1984, ou entre 1980 et 1994, ou entre 1980 et 2008, j'ai toujours à peu près le même nombre de séismes par an, par magnitude, qui se produisent sur notre territoire. Je sais qu'en France, on a à peu près 6 séismes de magnitude supérieure à 4 par an, un séisme de magnitude supérieure à 6 tous les 100 ans. Dans le sud-est de la France, qui est le secteur alpin qui me concerne, on a à peu près un séisme de magnitude supérieure à 4 tous les 3 ans. Donc ça va être intéressant parce que je vais être capable maintenant de me dire, bon, bah, j'habite à Grenoble, je sais quelle est la fréquence des séismes par magnitude contre lesquels je vais devoir me protéger. À quel niveau d'aléa sommes-nous exposés? Si je veux construire une courbe d'aléa, c'est-à-dire intégrer l'ensemble des informations du secteur de ma région, des informations sismologiques, je dois être capable de dire la probabilité que je vais avoir un certain mouvement du sol contre lequel je vais devoir me protéger. Alors, une expérience qui nous permettrait d'atteindre cette information, hein, c'est on installe une station sismologique sur un site pendant 10 000 ans, et puis à partir des données enregistrées pendant 10 000 ans, on calcule le nombre de fois où chaque valeur du mouvement du sol est atteinte ou dépassée, en supposant qu'elle se produit au moins une fois sur 10 000 ans. Le résultat de cette courbe, c'est une courbe d'aléa. C'est-à-dire que je vais être capable de dire par an, quelle est la probabilité que je vais avoir un certain mouvement du sol qui va être atteint ou dépassé, et je vais donc me protéger contre ce mouvement du sol qui a une certaine probabilité. Évidemment, installer une station sismologique sur un site pendant 10 000 ans, ce n'est pas encore possible. Hein. Je vous ai mis une petite frise ici sur un peu l'histoire de la connaissance que l'on a de la sismologie, hein. En tout cas de l'origine des tremblements de terre. Et vous voyez que la tectonique et la sismologie, dans cette échelle, dans cette frise, correspond uniquement depuis les années 60, hein, à une toute petite période. Et on n'a pas cette profondeur de catalogue pour essayer d'identifier tous les mouvements possibles dans notre région, tous les mouvements possibles, les mouvements sismiques possibles pouvant affecter nos constructions. Donc, on va essayer de remonter dans le temps. On va remonter à peu près 1 million d'années. Ça, c'est ce qu'on appelle la paléosismicité. Et on va essayer de détecter dans le paysage les traces de ces grands tremblements de terre. Je vous montre ici des séismes récents. Hein. Ça, c'est le séisme de Chichi à Taïwan, de Kaikoura en Nouvelle-Zélande, un séisme en Californie au début du XXe siècle, et puis un séisme italien. Et vous voyez que les grands tremblements de terre laissent des traces en surface, et notamment des escarpements, des glissements, des failles qui ont été, ou des miroirs de failles qui ont été révélés, mis à jour. Les grands tremblements de terre laissent des traces en surface, et il existe des relations, des lois d'échelle entre la magnitude et le glissement qu'on va observer le long de cet escarpement, par exemple, lors d'un tremblement de terre. Ce glissement est proportionnel à la magnitude
de façon empirique, est proportionnelle à la magnitude de ce tremblement de terre. Et puis, on a aussi des relations empiriques, de facteurs d'échelle entre la magnitude et la longueur de faille. La longueur de faille, c'est sur quelle distance cette faille a cassé. D'accord ? Ça nous permet d'avoir des informations sur la magnitude des séismes qui ont laissé des traces dans le passé. Alors, à magnitude 6, c'est à peu près un glissement de 20 cm. À magnitude 9, c'est une rupture sur une distance de plus de 1000 km. Imaginez, c'est la distance entre Lille et Marseille, une rupture qui se produit. C'est un des grands tremblements de terre qui s'est produit au Chili, notamment en 1960. Une fois que ces traces, ces séismes se sont produits, évidemment, avec le temps, il y a de l'érosion, du remplissage, etc. Et donc, la trace de ces tremblements de terre historiques est cachée sous ces formations sédimentaires. Et donc, les paléosismologues creusent des tranchées, pas n'importe où, ils creusent sur des zones où on suspecte une faille active. On creuse des tranchées et on identifie sous cette épaisseur de remplissage, de dépôt sédimentaire, on identifie des séismes historiques qui ont laissé des traces en surface. Ici, c'est donc l'échelle, c'est à peu près 1 mètre. Là, vous avez un petit marteau de géologue qui donne l'échelle. Et donc, on identifie un glissement qui a été produit par un séisme ancien. Ça, c'est un séisme dans la vallée du Rhône qui a généré un séisme avec ses lois d'échelle de magnitude supérieure à 6,5, allant peut-être jusqu'à 7, dans la vallée du Rhône. Donc, on peut ainsi avoir une idée, dans notre secteur, dans le sud-est de la France, on a la trace de séismes très anciens, de magnitude très, très importante. On va remonter un petit peu moins loin avec la sismicité historique que Guy a présenté précédemment. On va aller à peu près jusqu'à 1000 années d'histoire. Un exemple de ces documents historiques, ça c'est le séisme de Lambesc en 1909, en France, dans le sud-est de la France. On a des témoignages, on faisait des cartes postales à l'époque, une catastrophe se produit, on fait des cartes postales et on envoie bon baiser de Lambesc. C'était une autre façon de communiquer et de témoigner des événements, des journaux, etc. Et puis lors de ce séisme, il y a un militaire qui est allé sur place et qui a recensé dans tous les villages de la région les bâtiments endommagés, etc. Et donc, on a une carte d'intensité qui nous permet d'identifier des séismes historiques. Cette carte d'intensité historique, c'est la base CIS-France en France qui collecte tous ces séismes historiques. Comme l'a dit Guy, on retrouve les grandes zones de sismicité en France, les Alpes, le Fossé-Rhénan, le Massif armoricain, les Pyrénées, et puis quelques séismes majeurs, très importants, le séisme de Catalogne en 1428 ici, dans les Pyrénées, le séisme de Bâle en 1356 au niveau de la zone à la frontière avec la France et la Suisse, le séisme de Ligure 1887 et le séisme de Lambesc en 1909 qui avait fait 42 morts. Donc, ce sont des séismes historiques qui nous permettent de savoir quels sont les séismes un peu importants qui se sont produits sur le territoire. Et puis, il y a la sismicité instrumentale là, qui fait qu'à peu près 70 ans d'observation, c'est tout petit par rapport à l'historique de ces grands tremblements de terre. Un des premiers enregistrements observés lors du séisme de Lambesc en 1909, c'est un séisme qui a lieu donc, dans le sud-est de la France, et c'est une station qui a été installée à l'Observatoire du Parc Saint-Maur à Paris, avec un gros sismomètre, et on commence à observer les ondes sismiques qui sont générées par ces tremblements de terre. On a un catalogue qui nous permet d'avoir, grâce à cette sismicité, d'avoir une idée des zones sismiques, des failles actives, etc. Et on va pouvoir ainsi compiler l'ensemble de ces informations, tous les séismes instrumentaux en vert, tous les séismes historiques en jaune, et puis les paléoséismes en rose, ici. Et on a ainsi une courbe, ce qu'on appelle un modèle d'occurrence, une courbe Gutenberg-Richter, mais peu importe, un modèle d'occurrence des tremblements de terre où on compte par magnitude le nombre de séismes, et on voit qu'on a un taux de sismicité par an, c'est-à-dire que je sais que dans ce secteur, les magnitudes 3, j'en ai à peu près 10 par an, des magnitudes 4, j'en ai à peu près
un par an, les magnitudes 5, j'en ai à peu près un tous les 10 ans, etc., etc. Et je suis capable aussi d'estimer l'impact de ces grands tremblements de terre qui sont capables d'impacter notre région d'étude. Ce qui va nous gêner, hein, comme je vous ai dit, hein, ce n'est pas les magnitudes qui vont nous intéresser directement dès qu'on va vouloir faire du génie parasismique, mais c'est plutôt les vibrations contre lesquelles se propager. Je vous montre ici l'effet de ces vibrations. Hein. Donc, c'est un gros séisme, hein, c'est le séisme du Népal en 2015. Et vous allez voir ce qu'a présenté Guy, hein, ces ondes qui passent. Vous allez voir là la première onde P qui alerte un petit peu les personnes. Et puis, vous allez voir passer les ondes de cisaillement hein, qui viennent osciller sur des grandes amplitudes les bâtiments. Et ces bâtiments vont commencer à s'endommager. Ces ondes sismiques, elles vont générer des pics d'amplitude, de mouvement contre lesquels on va devoir se protéger. Alors, ça serait simple hein, si c'était aussi répétitif et aussi précis hein, qu'on souhaiterait, mais ce n'est pas le cas. Quand on a un séisme, ici, en bleu, c'est un séisme de magnitude 7, en rouge, un séisme de magnitude 6, enregistré en fonction de la distance. Ça, c'est l'amplitude du mouvement du sol. Et on voit que, heureusement, l'atténuation diminue avec la distance. Mais vous voyez qu'on a une très grande variabilité du mouvement du sol à une distance donnée. C'est-à-dire que si je veux me protéger contre ce séisme de magnitude 7 qui peut se produire dans mon secteur, le mouvement du sol peut avoir une amplitude très variable. Cette amplitude variable, en fait, on va la transformer en une certaine probabilité d'avoir un mouvement du sol pour un séisme donné, de magnitude donnée, à une certaine distance. Et cette probabilité, on va l'intégrer dans le dimensionnement des codes parasismiques. Un exemple de vibration de cette grande variabilité qu'on peut avoir, hein, un séisme, on va dire, en 2012, qui s'est produit dans la région de Barcelonnette, ici, dans les Alpes du Sud. Intéressant ce séisme, il était de magnitude 4 points. Il a été enregistré à égale distance de Grenoble, en rouge, et de Nice, en vert. En rouge, ce sont toutes les stations qui ont été enregistrées vers le nord du séisme. Et en vert, c'est toutes les stations qui ont enregistré vers le sud du séisme. On voit qu'à la même distance, hein, on est à 100 km de Grenoble et de Nice, à égale distance, vous voyez que l'amplitude, pour ce séisme unique hein, de magnitude 4 points, l'amplitude peut varier de 0,1 à 10. Donc on a un facteur 100 entre le mouvement du sol enregistré en différents points de l'espace pour un séisme donné à une distance donnée. Ça, en termes de réglementation, c'est très compliqué. On ne sait pas faire. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas donner à un ingénieur un mouvement qui vaut 0, 1 ou 100. Il va falloir lui donner un mouvement du sol qui va pouvoir intégrer dans son dimensionnement. Ces effets, on retrouve aussi à l'intérieur des villes, en rouge à Grenoble. Il y a plusieurs stations qui sont dans la ville de Grenoble, il y a plusieurs stations sismologiques qui sont dans la ville de Nice. On voit aussi que à petite distance, hein, elles sont très proches les unes des autres, on a une très grande variabilité qui est liée à ce qu'on appelle des effets de site. Ces effets de site, ce sont les derniers mètres hein, sous la surface du sol qui, en fonction des propriétés des matériaux, peuvent modifier considérablement le mouvement du sol et en particulier l'amplifier. Hein. Ça, c'est un exemple qui s'est produit à Mexico. Un séisme se produit en 1985. Ça, c'est le mouvement du sol sur du rocher. Ça, c'est le mouvement du sol qui a été enregistré dans la vallée de Mexico, rempli de sédiments très, très mous. Et vous voyez qu'on a une certaine amplification du mouvement du sol pour une période donnée. Je reviendrai sur cette notion de période, c'est très important, pour une période donnée et qui a endommagé essentiellement les bâtiments de 20 étages de Mexico City. Vous avez ici une image, hein, des bâtiments derrière qui se sont bien comportés et d'autres bâtiments devant qui se sont effondrés. Ça, c'est typiquement ces phénomènes de résonance. Hein. Vous avez des bâtiments de 20 étages pour le séisme de Mexico qui vibrent énormément et qui s'endommagent. Évidemment, si on a un autre mouvement du sol,
ce sont d'autres bâtiments qui vont vibrer et qui vont s'endommager. Ça, c'est typiquement ce que les ingénieurs doivent intégrer dans leur dimensionnement de façon à réduire au maximum l'impact des tremblements de terre sur les constructions. Alors, probabilisons un petit peu les aléas naturels. Je vais vous parler plutôt de la crue, parce que la crue, on a l'habitude de parler de la crue centennale, la crue décennale. Déjà, une probabilité, hein, ça veut dire c'est un nombre entre 0 et 1. On peut l'exprimer de différentes façons. C'est comme un nombre, la probabilité est 0,2. Comme un pourcentage, il y a 20% de chances que, ou comme un rapport. Le rapport est de 1,5 et de 1 sur 5. La crue centennale est un événement qui a une période de retour de 100 ans. C'est-à-dire que sa probabilité d'apparition, en termes de débit ou de hauteur d'eau, hein, chaque année, est donc de 1 sur 100. On va définir un modèle qui va exprimer la probabilité d'avoir une crue centennale en fonction de sa période de retour, 100 ans pour la crue centennale, et puis aussi en fonction de la durée d'observation. C'est-à-dire qu'on va vouloir se protéger, je vous l'ai déjà mentionné, on va vouloir se protéger contre un événement qui va pouvoir se produire pendant la durée de vie de l'ouvrage. Donc, il y a une durée d'observation qui rentre en occurrence. Par exemple, si on prend la crue centennale, la probabilité annuelle qu'elle se produise vaut 0,01. Je regarde, c'est une crue centennale, t égale 100, et je regarde sur un an. Ça vaut 0,01. Si je prends sur 100 ans, la probabilité d'occurrence que la crue centennale se produise par siècle, dans ce cas-là, je prends lambda qui vaut 100, la période qui vaut 100, à ce moment-là, la probabilité vaut 0,63. Ça veut dire qu'elle a 0,37%, elle a 37% de chance de ne pas se produire sur un siècle. Le mouvement du sol, on va faire exactement la même chose. Ça, c'est une carte qui reproduit cette probabilité, non pas des crues, mais du mouvement du sol généré par des tremblements de terre. Ce mouvement du sol qu'on va définir C, avec une certaine probabilité. Ici, c'est la carte à 2% de probabilité sur 50 ans d'observation, va dépendre de la probabilité qu'on ait une magnitude à une certaine distance, donc les séismes, et que ce couple de magnitude et de distance produise un certain mouvement du sol. Et ce mouvement du sol qui va avoir une certaine probabilité d'être dépassé. Et on établit une carte ainsi partout sur le territoire, disant quelle est la probabilité, l'accélération, le mouvement du sol, l'amplitude du mouvement du sol qui a une certaine probabilité de se produire sur le territoire qui nous intéresse. En France, c'est cette carte qu'a déjà présentée Guy précédemment, la réglementation française qui s'appuie sur l'Eurocode 8 du fait de l'harmonisation européenne pour le bâti courant. On accepte une probabilité de 10%, donc il y a un risque accepté ou toléré derrière cette notion, et sur une durée de vie de 50 ans. Et ça nous donne une période de retour dans cette petite relation que je vous ai présentée, une période de retour de 475 ans. Ça ne veut pas dire que le mouvement du sol se produit tous les 475 ans. Ça ne veut pas dire que le mouvement du sol se produit une fois tous les 475 ans. Ça veut dire que ce mouvement du sol a une probabilité de 10% de se produire ou d'être dépassé sur 50 ans. 50 ans, c'est l'administration qui impose, c'est la durée de vie d'un ouvrage à construire. Alors, ce n'est pas la durée de vie, mais quand on construit, on veut être certain que le bâtiment va respecter certaines conditions de sécurité pendant au moins 50 ans. La construction parasismique, c'est une fois qu'on a défini ce mouvement du sol en termes d'amplitude, c'est éviter ça. C'est-à-dire éviter qu'une structure qui subit un tremblement de terre s'endommage. L'objectif de la réglementation parasismique, c'est la sauvegarde des vies humaines. Ce n'est pas le fait que le bâtiment soit endommagé ou pas endommagé. Non, on veut la sauvegarde de la vie humaine. Donc, on va dimensionner les structures pour éviter des pertes humaines. Je vais passer un petit peu sur le comportement dynamique des structures, puisque la réglementation est quand même basée là-dessus. La réglementation, donc on va simplifier. Pour la réglementation parasismique, on va simplifier les structures. Ici, c'est un bâtiment avec un plancher et puis des murs. On va considérer que la résistance de ce bâtiment est apportée uniquement par les éléments verticaux.
Et puis, on va considérer que tous les efforts, les actions sismiques, etc., s'appliquent au niveau de la masse, c'est-à-dire au niveau des étages. Et puis, on va considérer que les étages ne se déforment pas. Et donc, on va considérer ce qu'on appelle un système à 1 degré de liberté avec une masse concentrée où l'ensemble des efforts vont s'appliquer. Si on tire sur cette masse, hein, c'est ce qu'on appelle la raideur. Cette raideur, elle va conditionner le déplacement. C'est la relation entre le déplacement et puis la force qu'on va appliquer à cette masse pour l'éloigner de sa position d'équilibre. Si je lâche cette masse, la structure, la masse commence à osciller, hein, vous avez déjà dû voir ça. Elle commence à osciller avec une certaine période d'oscillation, et puis au cours du temps, le mouvement s'atténue. Donc il y a une certaine période et en plus une certaine atténuation. Un séisme, c'est un peu différent. On va venir solliciter la masse, et puis par des phénomènes d'inertie et autres, la masse va se mettre à vibrer. Elle va vibrer avec des caractéristiques qui vont dépendre de cette période d'oscillation, de cet amortissement, et évidemment du séisme, du mouvement du sol. Il y a quelques équations derrière, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui va être important, c'est que ce qui va conditionner la réponse de notre oscillateur à une sollicitation sismique, c'est sa fréquence de résonance, qui dépend de ses propriétés et de sa masse, et cet amortissement qui dépend des propriétés de sa masse. Je vais vous montrer quelques exemples ici. Hein, vous avez des bâtiments qui dépendent donc de la période, donc du nombre d'étages, ou des matériaux, hein, ça c'est 2 matériaux différents, en fonction des matériaux, donc en fonction de cette période de vibration, en fonction de la masse, les bâtiments vont osciller différemment, vont réagir différemment à ces sollicitations sismiques. Pour faire du dimensionnement, on va essayer de considérer donc le mouvement du sol d'un point de vue de l'ingénieur, c'est-à-dire pour un mouvement du sol, quelle est la vibration que la structure va supporter. Pour ça, on passe par une notion de spectre de réponse qui est, on considère, pour le même mouvement du sol, on considère des bâtiments ayant différentes caractéristiques d'étages, c'est-à-dire de périodes de vibration, et on regarde quelle est l'amplitude max générée par ce séisme au sommet de cet oscillateur. Et ça nous donne un point. On fait ça pour un autre oscillateur ayant une autre période, ça nous donne un autre point, etc. Et ça nous donne une courbe enveloppe qui est l'ensemble des accélérations que peuvent subir une série de bâtiments ayant des caractéristiques spécifiques de vibration à une sollicitation sismique. Pour faire simple, vous avez ici des enregistrements, hein, des vrais spectres de réponse. En fonction de la magnitude, là on part d'une magnitude 3 à une magnitude 6.4 ici, vous voyez que ce spectre, donc ça c'est la période de la structure, prenons une période de 1 seconde, vous voyez que ce spectre va nous donner l'accélération que va subir notre masse, notre bâtiment, pour un séisme de magnitude 3, un séisme de magnitude 3, 5, 4, etc. Et vous voyez que plus la magnitude est importante et plus notre bâtiment, qui vibre à 1 seconde, va subir des efforts sismiques qu'il va falloir intégrer pour faire du dimensionnement. Le deuxième paramètre qui est très important, c'est l'amortissement. Vous voyez que si on prend un faible amortissement, toujours pour une période donnée, hein, pour un bâtiment, il y a une période donnée, vous voyez que si on prend un faible amortissement, les efforts sismiques vont être très importants que si on prend un fort amortissement. Donc ça aussi, ça va être un autre paramètre qui va être important pour le dimensionnement. Ces spectres réels, c'est ce que je vous ai montré. On va le lisser et puis on va définir un spectre réglementaire qui va dépendre de la zone de sismicité. Hein. Quand on est à Nice ou à Poitiers, on n'a pas le même niveau sismique. On est dans une zone, sur la carte réglementaire, on est dans une zone à sismicité modérée et là, une zone à sismicité faible. Hein. Donc, on n'a pas la même exigence de dimensionnement pour ces deux secteurs. Ça va dépendre du sol, avec ces histoires d'effets de site, etc. Hein. Donc, on va avoir aussi une forme qui va dépendre de si on construit sur du rocher, si on construit sur des sédiments mous. On va aussi, la réglementation va imposer de prendre des précautions pour des bâtiments plus critiques, hein, plus importants, comme les hôpitaux, ou à la différence des maisons individuelles, hein, le risque pour les hôpitaux, donc on va classer les bâtiments en fonction de leur importance, et puis en fonction de l'amortissement, dont je vous ai parlé, un amortissement faible
un amortissement faible ou un amortissement élevé va permettre de réduire aussi les efforts sismiques et donc le dimensionnement. Alors, quelques éléments de construction parasismique. Vous voyez que ici, c'est une structure avec une certaine masse et vous voyez qu'on a un chargement sismique qui va venir. C'est exactement pareil que la vidéo que je vous ai montrée. On va avoir un chargement sismique qui va faire osciller la structure. Si on a un étage un peu fragile, on va avoir un cisaillement de cet étage et on va observer des dommages. Ça, c'est typique de ce qu'on observe, ça c'est lors du séisme de l'Aquila, c'est typique de ce qu'on observe après des tremblements de terre ou des étages, ce qu'on appelle des étages transparents, mais ce sont des étages avec des défauts de contreventement, ne sont pas capables de subir, de résister à l'ensemble des efforts qui sont produits. Alors souvent, c'est les premiers étages parce que c'est là où on met les parkings, on met des commerces, donc on enlève un petit peu les éléments structuraux. On voit ça aussi sur des étages intermédiaires, ça c'est lors d'un séisme au Japon, où un bâtiment avait un défaut, une fragilité au niveau d'un étage et on a eu un cisaillement dans les étages intermédiaires. Donc pour assurer une résistance, on va essayer de construire des structures régulières en élévation pour garantir une déformation homogène à l'intérieur de la structure et éviter ce genre d'endommagement. On va aussi essayer de construire des structures régulières en plan pour limiter les déformations différentielles. Quand vous avez une structure qui est comme ça, on va avoir beaucoup de mouvements et d'efforts au niveau des intersections. Donc, une solution, c'est de séparer avec des joints parasismiques, de séparer les différents blocs pour permettre à ces blocs d'avoir un comportement individuel et éviter la concentration des contraintes au niveau des éléments, des blocs différents. On va aussi essayer d'apporter des éléments structuraux qui vont empêcher les comportements hors plan, c'est-à-dire ces grands murs qui s'effondrent. Ça, c'est ce qu'on observe systématiquement lors des tremblements de terre, notamment sur les bâtiments en maçonnerie qui ont des défauts de contreventement dans la direction perpendiculaire en fait, au mur. Donc là, c'est lors du séisme de Lambesc. Là aussi, c'est lors du séisme de Lambesc. Ça, c'est lors du séisme d'Emilia Romagna, il n'y a pas si longtemps, dans le nord de l'Italie. On observe toujours ces défauts. Alors ça, c'est très facile. On peut rajouter des tirants. Ça apporte énormément de stabilité. Des terrans qui vont empêcher ces grandes amplitudes et ces ruptures hors plan des murs. Ici, un exemple, lors du séisme d'Amatrice en 2016. Là, vous voyez un bâtiment avant le séisme avec plein de tirants qui étaient installés au niveau des planchers dans ce bâtiment. Le séisme d'Amatrice se produit, le bâtiment est un petit peu endommagé, mais grâce à ces tirants, on a sauvegardé les vies humaines. C'est-à-dire qu'on a empêché le bâtiment de se détruire, de s'écrouler, et donc ça, c'est l'objectif de la construction parasismique. On va aussi essayer d'intégrer l'environnement et la position du bâtiment. Là, ce sont des exemples qui sont assez connus, où vous avez des bâtiments qui vibrent à des périodes différentes et qui vont venir s'entrechoquer avec de l'endommagement ici, au niveau des contacts entre ces deux blocs. On voit aussi systématiquement au niveau des coins, des blocs urbains, une augmentation du dommage. Ça, c'est le séisme de l'Aquila, ça, c'est le séisme de Napa, en Californie. Et donc, il faut renforcer ces liaisons et ces intersections dans les grandes directions. Il faut faire évidemment attention aux éléments non structuraux, comme les cheminées, exemple de Christchurch, où la cheminée passe à travers la toiture. Encore une fois, objectif, la sauvegarde des vies humaines. Ici, le séisme d'Annecy en 1996, qui avait fait 60 millions d'euros de dommages. Beaucoup de cheminées, de parapets, de balcons qui se sont effondrés dans la rue. Heureusement, ce séisme s'est produit à 3 heures du matin, donc il n'y avait personne dans les rues. Et ce serait produit un samedi après-midi, ça aurait été certainement différent. Et puis les éléments préfabriqués qui ont tendance à être négligés dans la réglementation. On peut mettre en place aussi des dispositifs qui vont permettre d'augmenter l'amortissement. Là, c'est 2 bâtiments identiques qui
bâtiments identiques qui vibrent. Et vous voyez qu'un est avec des dispositifs qui vont permettre de dissiper la sollicitation, les vibrations. Ce sont des sortes de vérins. Et ça, ce sont des dispositifs qui sont réalisés. C'est un bâtiment en Italie, où on voit très bien les dispositifs. Ce sont des vérins qui, en cas de tremblement de terre, vont dissiper et limiter la déformation et l'endommagement des structures. On a d'autres systèmes de renforcement. On va venir mettre ce qu'on appelle des croix de Saint-André, enfin des contreventements dans les structures. L'étage vibre, mais il ne se déforme pas, donc il ne va pas s'endommager. Et ça, c'est ce qu'on retrouve dans des zones sismiques. Ça, c'est au niveau de Christchurch, où on a des dispositifs comme ça qui vont permettre de renforcer et d'éviter l'endommagement de ces structures. On est capable aussi de construire des structures en isolant le mouvement du sol de la réponse de la structure avec des dispositifs spéciaux. Là, vous voyez qu'on a une sollicitation forte, avec des petits rouleaux, avec des plots antisismiques. Vous voyez que la structure, elle bouge un petit peu, mais elle ne se déforme pas. Si vous regardez des images du séisme de Tohoku, de Fukushima en 2011, il y a énormément de bâtiments japonais qui sont sur des systèmes comme ça, plus précisément sur des systèmes comme ça, avec des plots en caoutchouc. Et on voit les bâtiments, les gratte-ciel qui vibrent, mais qui ne se déforment pas et qui ne s'endommagent pas. Alors ça, il y a des systèmes, des structures qui ont été construites. Ça, c'est les fondations d'un bloc réacteur d'une centrale nucléaire, où on a des plots élastomères qui vont permettre justement de réduire la déformation à l'intérieur du bloc réacteur. Un autre exemple en Martinique, le Centre de découverte des sciences de la Terre, qui a été construit sur plot élastomère. C'est un musée. Et il y a une station accélérométrique dans le musée, une station accélérométrique au pied du musée. Et vous voyez le mouvement au sol, très important, alors que le mouvement dans le musée, grâce à ces plots, a été fortement atténué. Donc ça, ce sont des dispositifs qui fonctionnent très bien. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter sur ces constructions. Alors, ce n'est pas évident, le génie parasismique. À chaque fois qu'un tremblement de terre se produit, on est toujours surpris par les dommages. Vous voyez ici en Équateur ou au Népal des bâtiments qui sont très endommagés, puis d'autres qui n'ont pas l'air d'être qui n'ont pas l'air d'avoir été construits de façon rigoureuse en termes de résistance parasismique et qui ont tenu pourtant. Ça, c'est au Népal, on retrouve un petit peu ces caractéristiques. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour essayer de mieux comprendre comment une structure se comporte en cas de tremblement de terre. Mais la meilleure façon de s'en protéger, c'est la construction parasismique. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup pour vos deux présentations. Alors, on a eu quelques réactions, quelques questions vis-à-vis de ces deux présentations qui portent principalement sur l'aléa sismique et quelques questions sur ça. Mais si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les écrire directement dans la rubrique questions-réponses et on va essayer dans le temps qui nous reste d'y répondre. Et si jamais il y a des questions qui ne seront pas traitées par manque de temps, on y répondra ultérieurement par mail. Donc, si on prend une première question, est-ce que selon la magnitude des séismes, leurs effets sont les mêmes? Donc, est-ce que les dégâts vont être significativement les mêmes selon une magnitude égale? Je ne sais pas si c'est peut-être Guy ou Monsieur Guéguin, comme vous voulez, parce que finalement, ça rejoint un petit peu vos deux Guy présentations. l'a mentionné tout à l'heure, ce qui va dépendre, les paramètres qui vont quand même beaucoup contrôler, c'est la profondeur, c'est magnitude, ça ne veut pas dire grand-chose. Kilomètres, voilà, en général, Guy, tu contrediras, mais en général, on peut s'attendre à avoir des dommages à partir de séismes de magnitude supérieure à 4, 5, 5. Là, on commence à avoir des dommages à proximité de la zone épicentrale. Tout à fait. Moi, je fais souvent la comparaison avec un explosif. On prend
au moment de la fête nationale, par exemple, hein, tout le monde fait sauter des petits pétards. Est-ce qu'un petit pétard, c'est dangereux? Ben, si vous l'avez dans le creux de la main et que vous laissez la main fermée, oui, ça fait très mal. C'est une petite magnitude et pourtant grosse intensité. Inversement, vous faites sauter gros pétard, mais vous vous éloignez, ça, vous pouvez l'entendre, vous pouvez le ressentir, mais il n'y aura pas pour autant de dégâts. On a eu un très bon exemple tout à l'heure. Philippe a cité le séisme du Teil, hein, donc du côté de Montélimar, où on a un séisme bon, d'une magnitude bon, pas exceptionnelle, relativement forte, mais très très faible profondeur et donc grosses conséquences. Donc oui, il n'y a pas de lien direct, même s'il est certain que plus un séisme a une forte magnitude, plus potentiellement il va avoir de conséquences. Mais la profondeur joue beaucoup. Et puis on a parlé ensuite des effets de site, hein, très important aussi. On se rend bien compte, bon, nous on est dans les Pyrénées, sur Lourdes, il y avait eu des expériences hein, qui est très bien montré que pour un séisme donné, suivant qu'on se trouvait dans une zone contact au rocher, ou au contraire avec un remplissage sédimentaire, il y a un phénomène d'amplification qui est vraiment impressionnant. Voilà. Donc en conclusion, pas de relation directe entre les effets et la magnitude. Autre question relative au séisme majeur et les répliques qui reprend un peu le début de ta présentation, Guy. Est-ce qu'une réplique peut être plus forte que le séisme majeur? Vaste débat. Bon, il faut être très pragmatique. Quand on a un gros tremblement de terre et qu'ensuite on observe dans les heures, les jours qui suivent d'autres tremblements de terre plus faibles, ben voilà, on considère qu'on a eu le séisme majeur et que la suite, ce sont des répliques. Mais il est certain que si soudain un séisme encore plus fort survient, eh bien, on va avoir tendance à vite changer nos fusils d'épaule, à adopter notre vocabulaire, et ce qui était des répliques vont devenir des précurseurs. Hein. Mais globalement, la physique voudrait qu'en général, lorsque on a eu grosse relaxation, une grosse libération d'énergie, la suite du scénario, ce soit un rééquilibrage. Donc, en principe, les répliques sont de magnitude plus faible. Après, tout est une question de proportion. Des répliques d'un 6 de magnitude 7 vont être extrêmement violentes. Hein. Ce seront des 6 de magnitude 5, 5,5, etc. Quand on a, je peux prendre le séisme, alors moi je cite bien sûr les Pyrénées, hein, chacun sa région. Quand on prend le séisme d'Arudi en 1980, séisme magnitude 5,1, on a eu dans les 3 jours qui ont suivi 1500 répliques. 1500 répliques, dont on va dire, je dirais de 10-20% qui ont été ressenties par la population. Magnitude 5,1 pour la secousse majeure, et les répliques étaient plutôt aux alentours de 2,5. Alors, il y a eu quelques répliques à 3, 3,5, mais autrement, c'est très très vite descendu. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien, mais oui, le vocabulaire est toujours très, très particulier. Hein. Ce qui est en tout cas important, parce que ça je l'entends souvent, c'est qu'on parle bien de séismes différents. Les répliques, ce ne sont pas le séisme qui continue, qui perdure pendant des jours, pendant des semaines. Merci. Monsieur Guéguin, une question par rapport au plot élastomètre que vous avez parlé en fin de présentation. Est-ce qu'ils ont une durée de vie? Et du coup, quelle est la durée de vie, notamment dans des bâtiments qui ont un certain risque, comme les centrales nucléaires que vous avez citées? Alors oui, ils ont une durée de vie. Hein. Ces plots élastomères sont très comparables à ce qu'on a sur les ponts, au niveau des piles de ponts qui supportent le tablier. Dans les ponts, les dispositifs sont faits pour soulever le tablier, changer les plots et puis remettre le tablier. Ça, c'est prévu dans la conception même de ces ouvrages. Donc, ils vieillissent parce que c'est du caoutchouc. Hein. Du caoutchouc, vous le laissez au soleil, aux UV, à la pluie, au froid, etc. Il durcit, il perd un peu ses propriétés caoutchouc, élastiques. Et donc, oui, il vieillit. Dans les centrales nucléaires, je ne connais pas toutes les centrales nucléaires, c'est souvent dans des endroits quand même où il y a très peu de variations. Ce n'est pas exposé au soleil, ce n'est pas exposé à des variations d'humidité, de température, etc. Mais effectivement, les plots élastomères sont suivis dans le temps pour voir comment ils évoluent. Au centre de découverte
des sciences de la Terre en Martinique, où là, vous avez quand même une exposition à l'humidité, à la chaleur et aux UV très importante. Les plots sont à l'air libre. Ces plots ont dû évoluer dans le temps. Ça, on peut suivre cette évolution dans le temps. Par contre, après, il faut redimensionner la structure avec ses nouvelles propriétés pour savoir si le plot est encore en bon état ou pas. Mais le caoutchouc vieillit. D'accord. Merci pour cette information. Alors, je continue avec quelques questions qui ont été posées. En ce qui concerne les pouvoirs publics, quelle est la meilleure stratégie à mettre en œuvre pour réduire la vulnérabilité du bâtiment existant, sachant que la majorité de ce bâtiment appartient à des particuliers ou à des privés? Voilà, une question assez précise. Eh ben, les propriétés, les privés prennent leurs responsabilités. Hein, il n'y a aucune règle il n'y a aucune obligation sur les bâtiments existants en termes de réglementation, sauf quand on fait des gros travaux, etc. Mais il n'y a aucune obligation. Hein, on sait que ce sont des bâtiments qui sont plus vulnérables. Par contre, il y a pas mal de collectivités quand même sur leurs bâtiments publics qui reçoivent du public, qui mettent en place des réflexions sur les collectivités ont plein de contraintes. Hein. Ils doivent rendre les bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite, ils doivent enlever l'amiante, ils doivent les mettre maintenant avec le changement climatique, ils doivent les réduire les dépenses énergétiques, donc les rendre les plus économes, etc. Donc, ils ont plein de travaux. Rajouter du sismique, ce n'est pas grand-chose. Et donc, il y a pas mal de collectivités qui, au moment des grands programmes de rénovation, parce qu'ils ont des contraintes obligatoires, le sismique, ça n'allait pas pour le bâtiment existant. Mais pour d'autres contraintes, les collectivités ont des injonctions de faire quelque chose. À ce moment-là, certaines collectivités intègrent le volet sismique et rajoutent une petite étude pour renforcer les bâtiments, pas forcément les mettre au niveau des règles exigées pour du neuf, mais en tout cas renforcer. Et de plus en plus de collectivités. Nice l'a fait, Grenoble le fait, Lourdes, il y avait une réflexion, je ne sais plus où est-ce que c'en était, mais Lourdes, il y avait une réflexion là-dessus avec la DDT, etc., etc. Après, les privés sont des privés, hein. Il n'y a pas d'obligation. Justement, oui, au niveau de Lourdes, il y a un PPRS, un plan de prévention du risque sismique qui devrait normalement être signé au cours de l'année. Donc, voilà. Merci pour ces précisions. Guy, une question par rapport à la zone d'épaisseur dans laquelle tu as parlé qu'il pouvait y avoir des séismes. Donc, aux Antilles, quelqu'un précise qu'il y a un séisme qui a été localisé à 186 km de profondeur. Est-ce que, avec le refroidissement du noyau, nous allons avoir des séismes de plus en plus profonds? Et est-ce que ça servira d'indicateur de ce refroidissement? Voilà. Alors, j'ai en effet dit qu'actuellement, notre lithosphère fait à peu près 150 km d'épaisseur. Alors attention, ce sont des ordres de grandeur. Par endroit, ça sera 200, par endroit, c'est beaucoup moins. C'est la zone où se concentre toute la sismicité. Et j'ai aussi précisé que les plaques bougent les unes par rapport aux autres, et certaines, et c'est ce qui se passe aux Antilles, j'ai montré une figure, une coupe, on le voyait bien, dans certains cas, une plaque plonge sous une autre. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que la plaque qui est rigide se retrouve soumise à des contraintes alors qu'elle s'enfonce jusqu'à 200, 300, 400. On a des séismes records, on va dire, jusqu'à près de 600 km. Mais enfin, c'est 600 km de profondeur, ça reste exceptionnel. Donc ça, c'est le premier point, ça explique pourquoi il y a des séismes plus profonds que 150. C'est uniquement dans les zones de subduction et ça représente, ça doit être de l'ordre de 2% de la sismicité mondiale. C'est extrêmement faible. Alors, vis-à-vis du refroidissement, alors, ça dépend à quelle échelle on se place. Notre bonne vieille Terre, elle a 4550 millions d'années. Elle se refroidit indéniablement, mais lentement. Donc, nous, à l'échelle humaine, non, il y a strictement aucune évolution qu'on puisse, je dirais pas espérer, mais en tout cas qu'on puisse voir. Ce n'est pas en l'espace de quelques siècles, de millénaires, de dizaines de milliers, voire même de centaines de milliers d'années qu'on verra la moindre évolution. Par contre, si on se projette à nouveau à l'échelle des temps géologiques, oui, indéniablement, la planète refroidissant, eh bien, la zone
cassante, rigide, va s'épaissir, hein, et on va observer, alors si vraiment je me projette sur le très long terme, on va observer dans un premier temps un épaississement, donc oui, peut-être une sismicité plus profonde, on est bien d'accord qu'on parle de centaines de millions d'années. Après, si vraiment on va jusqu'au bout du raisonnement, si, il n'y a plus de chaleur, de dissipation, il n'y a plus de mouvement de convection, il n'y a plus de mouvement du tout, et à ce moment-là, eh bien, on n'a plus de sismicité, on n'a plus de volcanisme, et cetera. Enfin, on atteint un autre niveau de stabilité, mais ça dépasse très, très, très largement nos préoccupations. Il faut garder en tête que tout ce que l'on dit, tout notre raisonnement est basé sur le fait que ce que l'on observe à l'échelle des temps humains, à l'échelle séculaire, millénaire, c'est stable. La planète n'évolue pas en termes de conditions thermiques à l'échelle millénaire. Merci. Autre question, est-ce qu'il serait possible, Monsieur Guéguin, une personne qui demande en tant qu'ingénieur, est-ce qu'il serait possible de nous résumer rapidement les informations essentielles à retenir pour le dimensionnement d'un bâtiment, pour un ingénieur structure? Eh ben, c'est simple, il faut se référer au document de l'Eurocode 8 qui va vous donner en fonction de la zone où vous vous trouvez, en fonction, je vais prendre dans l'ordre, en fonction de la zone où vous vous trouvez, ça va vous donner un niveau d'accélération. Ce niveau d'accélération, il va être pondéré en fonction du type de bâtiment que vous allez construire. On ne construit pas un hôpital de la même façon qu'une maison individuelle. Et après, ce bâtiment, il va avoir une certaine propriété, notamment liée à à sa raideur et à sa masse, qui va donner une période d'oscillation. Et en fonction de la zone, en fonction du type de bâtiment, en fonction des conditions de sol, et de la période du bâtiment, on va avoir les efforts, l'action sismique qui va devoir être intégrée dans le dimensionnement. Tout ça est expliqué dans l'Eurocode 8. Il faut aller sur le site du ministère, il est disponible. Et voilà. Après, quand on veut rentrer dans du dimensionnement plus spécifique, pour des ouvrages un peu plus compliqués, il y a un petit peu plus de modélisation numérique, il y a des méthodes analytiques qui sont un petit peu plus sophistiquées, mais l'idée est la même. Pour faire du dimensionnement, il faut savoir quelles sont les propriétés du bâtiment, les propriétés dynamiques, et quel est le niveau sismique qu'on va devoir intégrer dans le dimensionnement. Merci. Je poursuis. Excusez-moi, j'essaye d'aller assez rapidement pour qu'on ait le temps de poser toutes les questions. Une question qui demande votre avis selon vous. Est-ce que la conception prédomine au calcul? Enfin, je m'explique. Est-ce que la conception prédomine la construction parasismique plutôt que les calculs? C'est-à-dire, d'après certains experts, un bâtiment bien conçu mais mal calculé s'adaptera mieux au séisme qu'un ouvrage bien calculé mais mal conçu. Quel est votre avis sur cette réflexion d'un de nos participants? Oui, ça, ça va être un petit peu les deux écoles, l'architecte et l'ingénieur. L'architecte, c'est un petit peu ce que je vous ai montré. Il y a des principes, quoi. On sait qu'il faut des structures régulières, il faut qu'elles soient conçues avec des bons matériaux, qu'on mette des tirants, qu'on évite les étages transparents, les structures trop compliquées. Donc ça, on sait, ça c'est le bon sens en fait de l'architecte qui va être capable de faire une bonne conception. Une structure bien conçue sera très, très résistante. Malgré tout, un petit calcul n'empêche pas d'augmenter la résistance de la structure parce que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc c'est quand même pas mal d'allier les deux. Mais c'est vrai que si on respecte, je suis un particulier, je veux construire ma maison, j'appliquerai des règles de bon sens, faciles, sans calcul, qui permettront d'augmenter la résistance. Je ne le ferai pas pour un bâtiment public recevant du public, ou un hôpital, bien évidemment.
Question suivante. Quelqu'un demande comment fait-on pour prédire l'énergie maximale que peut libérer un séisme dans un endroit donné? Est-ce un calcul probabiliste et quel est le niveau d'incertitude justement lié à cette énergie maximale libérée par un séisme? Alors, je prends le problème à l'envers. Si on parle de le calcul de l'énergie, bon, le calcul de la magnitude, je ne sais pas exactement ce que la personne sous-entend. Actuellement, ce que l'on peut dire, c'est que on commence à avoir un certain recul. On l'a montré à plusieurs reprises. On sait, par exemple, dans une région qu'on n'a pas observé de séisme ayant une magnitude supérieure à telle valeur, par exemple magnitude 6. Le raisonnement qu'on va avoir, c'est que, enfin, première étape, c'est de dire ce que l'on a déjà observé peut se reproduire. Deuxième raisonnement qu'on va avoir, c'est que si on veut imaginer qu'on puisse avoir dans cette même région un séisme de magnitude supérieure, encore faudrait-il que le contexte, ce qu'on appelle la dynamique, le permette. On l'a dit tout à l'heure, pour avoir un fort séisme, il faut de grandes failles et il faut un grand glissement. Donc on va par exemple regarder si dans une région, les plaques bougent beaucoup. Pour dire les choses simplement, si vous êtes dans une région où il y a un glissement de plusieurs centimètres par an, ben, oui, on peut à ce moment-là calculer des magnitudes élevées. Mais inversement, si je reprends l'exemple des Pyrénées, avec un mouvement millimétrique, voilà. Dans les Pyrénées, en gros, on a historiquement observé un séisme de magnitude 6, en tout cas, on estime que c'était magnitude 6, hein, on ne l'a pas calculé, c'est une estimation. La longueur des failles, la dynamique de la chaîne fait qu'on ne voit pas pourquoi on envisagerait une magnitude supérieure. Voilà, je peux difficilement faire une réponse plus. Je ne sais pas si Philippe, toi, tu as une autre manière d'aborder les choses, mais Ouais, après, bon, suivant la question, parce qu'il parlait d'approche probabiliste et des incertitudes. Oui, Donc, si on fait l'évaluation de l'aléa, c'est-à-dire qu'on regarde le mouvement du sol, on passe par une évaluation probabiliste et cette évaluation intègre les incertitudes. Euh, Plus on aura donc, on a des modèles qui intègrent ces incertitudes. Et c'est pour ça qu'on parle de probabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, hein, ce n'est pas déterministe, on n'est pas sûr à 100% que telle magnitude se produira. Mais par contre, il y a une certaine probabilité qu'il se produise sur un temps donné. Et à ce moment-là, euh, on intègre les incertitudes qui sont à chaque étape, hein, dans la définition de la magnitude, comme l'a dit Guy, mais également dans la propagation, dans les effets de site, etc. On intègre ces incertitudes dans cette évaluation probabiliste. Après, on peut faire des études pour un séisme de scénario particulier, mais c'est autre chose. Merci pour vos 2 réponses. Autre question, à défaut, d'études d'aléas sismiques pour une région donnée, est-ce qu'une étude d'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments à grande échelle est envisageable? Et si oui, quel niveau de sismicité prendre en compte dans cette évaluation? S'il y a une absence, d'études, d'aléas. Eh ben, une étude d'évaluation de la vulnérabilité des bâtiments, il faut savoir pour quoi faire. Mmh. Donc, l'étude d'évaluation des bâtiments, ce qui était fait avant, hein, c'était ce qu'on appelait des scénarios sismiques, où on regardait un séisme particulier en magnitude et en localisation, on regardait les intensités qu'il avait produit, et en fonction du bâti, on voyait quels pouvaient être les endommagements et donc les pertes associées. Donc ça, c'est ce qu'on appelait des scénarios sismiques. L'objectif de ces scénarios, c'était de sensibiliser les autorités et les pouvoirs publics pour mettre en place, pour leur permettre de se représenter, parce qu'on a du mal à se représenter les conséquences que peut avoir un séisme. Donc c'était pour représenter les conséquences d'un tremblement de terre. Et pour ça, il faut passer par une étude de vulnérabilité, savoir quel est l'état du bâti et comment il résisterait à différentes intensités ou du mouvement du sol, etc. Donc oui, c'est intéressant. Si c'est pour faire du renforcement parasismique, ça l'est moins. Voilà, ça dépend quelle est la finalité de l'étude. Merci.
Question suivante. Si un bâtiment privé, entre guillemets, sismiquement vulnérable menace son environnement et notamment un autre bâtiment qui est, lui, construit parasismique juste à côté, comment on peut rendre la réduction de la vulnérabilité du bâtiment qui n'est pas parasismique obligatoire? Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, oui, c'est clair, mais bah, non, il n'y a rien à faire. On ne Hein. peut pas? Ouais. Bah non, les bâtiments, ils sont considérés, quand on dimensionne un bâtiment, on le considère comme étant isolé. Quand on renforce, on le considère comme étant isolé. Donc, non, non, il n'y a rien à faire. Hein. D'accord. Question suivante qui est assez précise, qui se porte sur le territoire d'Haïti. Je ne sais pas si vous allez, pouvoir répondre à cette question. Donc selon les chercheurs, on dit que Haïti se trouve sur, 2 grandes failles. Donc, la personne qui pose cette question aimerait savoir comment prédire qu'une de ces failles, travaillera un jour et donc pourrait engendrer un séisme. Alors, moi, je vais faire un début de réponse. Bon, déjà, les failles, il faut bien comprendre que si certaines failles sont visibles en surface, la grande majorité des failles, quand même, on ne sait pas trop où elles sont. On les identifie au fur et à mesure que l'on observe la sismicité. Hein. Même si on a pendant très longtemps tracé des failles sur les cartes géologiques, parce que voilà, et les géologues ont tendance à considérer que pour telle ou telle raison, il y avait sans doute de grandes failles qui affectaient les structures. C'est bien sûr, comme l'a montré d'ailleurs Philippe tout à l'heure sur la zone alpine, sur la zone grenobloise, c'est au fur et à mesure que l'on prend du recul et qu'on observe la sismicité qu'on commence à discerner un petit peu où sont les zones d'activité. On va pouvoir, on peut se projeter sur un avenir assez lointain quand même, où on pourra zoner les failles. Donc, c'est comme ça que tout doucement, on commence à dire, tiens, il y a telle ou telle faille. Après, l'idée est toujours la même, puisque le contexte géologique ne change pas en l'espace de quelques décennies ou quelques siècles. Si une faille comme Haïti a généré un séisme majeur, il n'y a aucune raison que tout s'arrête et ça sera cette faille ou sa voisine. C'est là où, pour le coup, on peut pas prédire à l'avance cette faille ou sa voisine qui rejouera dans un laps de temps plus ou moins long. Alors, je ne sais pas si ça répond bien, mais voilà. Donc, les failles, elles sont identifiées. Je prendrai l'exemple du Teil à nouveau. Je ne dirais pas qu'on pensait connaître toutes les failles, mais enfin, voilà, il y a des régions où, quand même, à force de les étudier, on pense avoir une bonne connaissance des failles, et puis un beau jour, un séisme a lieu, et hop, on se dit, tiens, ben, cette faille, on la connaissait, mais de là à dire qu'elle allait bouger, voilà, on se fait surprendre un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'attendait pas à voir de séisme dans tel secteur, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'on connaît toutes les failles, on ne peut pas affirmer que c'est telle faille qui bougera, mais ça ne changera pas grand-chose. Si ce n'est pas cette faille, ça sera sa voisine. Ça sera un petit peu dans le même contexte géologique. Merci. Peut-être je vais prendre la dernière question avant de clore ce webinaire et les questions qui n'ont pas pu être traitées, on essaiera d'y répondre assez rapidement par mail. Donc, la dernière question qu'on va aborder aujourd'hui porte sur les formations. Est-ce que vous savez s'il y a des formations destinées aux ingénieurs, donc qui se rendraient éventuellement sur le terrain après un séisme pour étudier les bâtiments et voir les dommages qui ont été effectués et justement apprendre à correctement dimensionner un bâtiment? Alors, il y a deux choses. Aller sur le terrain après, il y a des formations qui sont organisées par le Bureau central sismologique français, le BCSF, pour faire de l'évaluation des... Alors, c'est pour faire de l'évaluation des intensités macrosismiques après un séisme en observant les dommages aux constructions. Donc ça, il y a des formations, il faut contacter le BCSF, donc BCSF, Bureau central sismologique français, qui est à Strasbourg. L'AFPS, après des séismes, l'AFPS, l'Association française parasismique, organise aussi des missions après des tremblements de terre pour observer ce qui a été endommagé et des défauts de construction. C'est quand même ce qui a permis la mise en place de la réglementation dans les années 70, fin 70, début 80. C'est l'expérience de gros tremblements de terre, de ce qui a été observé, qui a permis de dire bah, ça, il faut éviter de construire comme ça, il faut éviter de construire comme ça, on va plutôt construire comme ça. Donc la FPS, l'Association française de parasismique,
quand on est adhérent, on a la possibilité d'aller sur le terrain après les tremblements de terre pour observer avec un groupe d'ingénieurs, de sismologues ou autres. Mais ce n'est pas une formation. Il y a une autre formation qui existe, c'est aussi piloté par la FPS, c'est du diagnostic d'urgence. Après un séisme, les bâtiments sont endommagés et on veut savoir dans quel niveau d'endommagement ils sont. Et donc, la FPS a mis en place, ils sont intervenus au Teil, hein, c'était la première fois qu'ils intervenaient sur le territoire français. Ils sont intervenus au Teil pour classer les bâtiments en fonction de leur niveau de dommage, pour savoir si les bâtiments étaient sûrs, moyennement sûrs, pas du tout sûrs. Et là, il y a des formations. Et ça, il faut contacter l'AFPS. Ok, merci. Donc, Pour les BCFS intensités macrosismiques, c'est plutôt le BCSF. Et pour le diagnostic d'urgence, c'est plutôt l'AFPS, pour faire simple. Merci pour ces précisions. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. On tenait à vous remercier tout particulièrement Monsieur Guéguin et Monsieur Sénéchal pour ces 2 présentations et donc votre participation. Nous remercions également l'ensemble des participants qui étaient là aujourd'hui et bien sûr nos partenaires qui ont collaboré dans la réalisation de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à suivre les actualités du CPRIM on risque de reproposer des actions de ce type. Donc, si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à consulter nos actualités via les réseaux, Facebook, LinkedIn ou directement sur notre site internet et nous contacter par mail directement si vous avez des questions supplémentaires. On va vous mettre également notre adresse mail dans la conversation de ce webinaire. Voilà, donc on vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt.